では定刻になりましたので、今からオンライン日仏対話、批判すること、解放することを始めさせていただきたいというふうに思います。こちらのイベントは、フランス大使館アンスティチュー・フランセ日本と朝日新聞ダイアログとの共催でお送りしております。それではこちらのライブ配信なんですが、参加者の皆様からの質問を募集しております。スライドゥの URL にアクセスいただき、質問を投稿していただければと思います。皆様のご意見、疑問などお待ちしております。それでは、フランス大使館アンスティチュー・フランセ日本書籍グローバル討論部門担当官のサラ・バンディさん、さんより、開会のご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いします。Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ligne pour ce débat franco-japonais sur l'esprit critique. Bien sûr, c'était un débat que nous souhaitions plutôt organiser en présentiel, mais en raison des conditions sanitaires actuellement, nous avons dû l'organiser en ligne. D'un côté, finalement, il y a des avantages. Ça nous permet de toucher un nouveau public en dehors de Tokyo. Et donc, je vais commencer par présenter d'abord les panélistes et les remercier, bien sûr. Alors, tout d'abord, Marion Genèvre, qui nous suit depuis la France. Donc, Marion a créé une agence de philosophie qui s'appelle TAE, qui conseille les organisations sur leurs enjeux professionnels à travers la philosophie. Et elle aime beaucoup la philosophie japonaise. Ensuite, le professeur Kajitani, qui est professeur de philosophie à l'université de Tokyo. Et il a un point commun avec Marion, c'est qu'il organise énormément d'ateliers. Et il a notamment organisé il a notamment participé avec ses étudiants aux Olympiades internationales de la philosophie il y a quelques mois. Et enfin, Kaori Furuno, qui est étudiante et qui se destine à devenir enseignante. En fait, l'idée de cette rencontre, elle est venue justement d'une discussion avec Kaori, qui disait que dans le cadre de l'éducation des jeunes japonais, elle se demandait comment développer l'esprit critique. Donc cette rencontre est co-organisée par l'Institut français du Japon et l'ambassade de France et Asahi Dialogue. Donc Asahi Dialogue, c'est un média en ligne qui travaille avec les jeunes et pour les jeunes, et en particulier les jeunes qui seront amenés à être leaders en 2030. L'Institut français du Japon, avec les alliances françaises, en fait, nous formons un réseau au Japon, dans une dizaine de villes, et c'est des endroits avec une ambiance très conviviale, dans lesquels vous pouvez apprendre le français, mais aussi il y a beaucoup d'activités culturelles, des bibliothèques, il y a des expositions, des débats d'idées. Il y a même à Tokyo un café philo qui va reprendre dans quelques mois. Je remercie aussi au passage les interprètes, Madame Kono, Madame Ancelot, et toute l'équipe technique, notamment Monsieur Nakamura. Donc aujourd'hui, le débat sera en 3 parties. La première partie sera peut-être un petit peu plus théorique, puisque au départ, on a besoin de comprendre exactement ce que c'est l'esprit critique, quelle est son origine, comment on le développe. Ce sera peut-être un peu théorique, mais tout à fait accessible pour le grand public. Dans un deuxième temps, ce sera peut-être un peu plus concret avec des exemples
qui sont liées à la société contemporaine. Et tout au long de la rencontre, n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions seront concentrées dans le Slido, en fait. Et donc la troisième partie, ce sera les questions du public. Voilà, mais je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rencontre et je vous laisse désormais avec Marion qui va faire une présentation générale sur l'esprit critique. Merci beaucoup Sarah. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis profondément heureuse de participer à ce débat philosophique avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier l'Institut français de Tokyo pour son invitation, ainsi que tous les partenaires associés à cet événement. Je dois vous avouer que je suis particulièrement émue parce que philosopher avec le Japon est mon rêve et il se réalise aujourd'hui. Et donc, je voudrais remercier infiniment le professeur Kajitani et Madame Kaori Furuno, ainsi que les interprètes qui vont rendre ce dialogue possible. Alors, comme le disait Sarah, je vais d'abord vous proposer un petit peu d'histoire sur l'esprit critique en se demandant d'où il vient. En fait, tout commence dans l'Antiquité grecque, lorsque la ville d'Athènes devient le cœur d'un nouveau régime politique, la démocratie. Alors, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ et la vie de la cité est rythmée par la pratique de débats à l'occasion desquels une grande diversité de points de vue va s'exprimer sur de très nombreux sujets. Et il se trouve que de ces confrontations plus ou moins houleuses et amicales va émerger un extraordinaire foisonnement d'idées et de doctrines en tout genre. Alors, beaucoup de ces idées ont été oubliées aujourd'hui, mais l'Occident et l'Europe en particulier a hérité d'une pratique de l'examen et de la mise à l'épreuve des discours, qu'on appelle l'esprit critique, qui est un véritable mode de pensée et de délibérer adossé à une valeur, la liberté. La pensée critique, elle est donc aussi ancienne que la philosophie grecque. Et on pourrait même dire qu'elles sont synonymes. Il faut savoir que Socrate, le père de la philosophie en Occident, s'employait déjà à dénoncer les sophismes, qui sont des raccourcis de la raison qui ne résistent pas à l'approfondissement. Et à sa suite, tout au long de l'histoire, des philosophes ont posé les bases de la pensée critique. Alors, le mot critique vient du grec kritikos, krinein, qui signifie discerner, juger, décider. Et aujourd'hui, en tout cas en français, on peut l'entendre de deux façons. D'une part, dans le sens d'une pensée autonome, d'autre part, dans le sens d'un dénigrement. En France, tout particulièrement, le débat est apprécié et très pratiqué. Mais il l'est le plus souvent sur le mode de l'esprit de critique. Ce que j'entends par là, c'est un esprit habile à contredire, à pointer les insuffisances d'une chose, d'une personne, dans une visée d'évaluative. Et donc, pas nécessairement en s'appuyant sur des raisons pertinentes ou des arguments valables. Ça, c'est l'esprit de critique. L'esprit critique, lui, c'est une façon de négocier intellectuellement avec le monde. Donc, exercer son esprit critique, c'est d'abord apprendre à se méfier de ses propres opinions. L'idée ici, c'est vraiment que notre raisonnement peut s'égarer de bien des façons.
En fait, on n'accède pas toujours à l'information adéquate pour bien juger de la situation et on n'accède pas toujours à cette information en raison de la position qu'on occupe et des groupes qu'on fréquente, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Et en plus, on n'évalue pas toujours cette information, et même jamais, de façon tout à fait neutre, parce que nos cadres culturels organisent cette information à notre insu. Ce qui fait que la véritable pensée critique, c'est une pratique réflexive. Vous voyez, c'est-à-dire une pensée capable de faire retour sur elle-même. Et ce, dans une visée précise, produire de manière autonome des jugements éclairés pour être libre. Seulement pour entrer dans un tel processus, eh bien, il faut un petit peu de courage. D'abord parce qu'il faut être prêt à se confronter à sa propre ignorance et ses propres erreurs. Ensuite, parce que notre milieu culturel, notre environnement, ne nous autorise pas toujours à mettre en question ce qui nous est présenté comme objectif, normal et légitime. Et c'est pour ça que je trouve intéressant l'éclairage d'un philosophe allemand qui s'appelle Theodor Adorno au XXe siècle. Adorno était un philosophe insatisfait de la définition que ses prédécesseurs avaient donnée de l'esprit critique. Il trouvait en effet que le concept était trop indéterminé et surtout trop idéaliste au sens d'intellectuel. Donc Adorno, il était convaincu que l'esprit critique prenait en fait son origine dans la souffrance humaine et que cette souffrance, elle venait en partie des servitudes sociales et culturelles qu'on sent tous un peu intuitivement et confusément. Et c'est pourquoi Adorno a défendu l'idée que la finalité de l'esprit critique, c'est l'émancipation. Sauf que pour s'émanciper, il faut d'abord reconnaître ce qu'on doit à la société, puis proposer autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit critique, ça n'est pas s'en tenir à dire ce qui ne va pas. C'est dire ce qui ne va pas, mais aussi et surtout être capable d'expliquer pourquoi cela ne va pas, autrement qu'en ayant recours à ses simples préférences personnelles. Donc, on ne fait pas qu'avec ses préférences personnelles. Et donc, non seulement on explique pourquoi cela ne va pas, mais aussi on propose une alternative. Donc, il ne s'agit pas de se contenter de dénoncer, en tout cas pas dans l'esprit d'Adorno, il ne s'agit pas de se contenter de dénoncer, mais de promouvoir une société plus libre, plus juste et plus rationnelle. Vous voyez, c'est un petit peu ambitieux. Alors, comment est-ce qu'on ferait ça? Comment est-ce qu'on pratique l'esprit critique? Je pense qu'il y a peu d'enfants et de jeunes, y compris en France aujourd'hui, qui sont invités à se poser la question: comment savoir que ce qui est vrai et juste est vrai et juste? Donc, c'est vraiment cette idée qu'en fait, l'esprit critique, ça consiste à comprendre sa compréhension, à connaître sa connaissance. Et si on veut que les personnes développent leur esprit critique, eh ben, il ne suffit pas d'organiser des débats, comme on le fait beaucoup en France. Il faut d'abord former les participants. Il faut former les personnes pour exercer leur esprit critique à deux choses. La problématisation, c'est-à-dire un certain type de questionnement, et la dialectique. Et je terminerai en approfondissant ces deux choses. La problématisation d'abord. Le philosophe français Gilles Deleuze disait: un problème a toujours la solution qu'il mérite en fonction de la manière dont on le pose. Donc, problématiser,
c'est être capable, devant une situation complexe, difficile ou conflictuelle, d'interroger la réalité de manière critique. C'est-à-dire de faire l'effort de choisir les bons mots pour formuler une vraie tension sous la forme d'une question. Et il se trouve qu'au gré de cette recherche des bons mots et des tensions, eh bien, je suis naturellement amenée à prendre conscience de mes propres représentations, à examiner mes propres évidences et à prendre de la distance avec mes opinions spontanées. Et c'est la raison pour laquelle une problématique, ce n'est pas toujours une question confortable et plaisante. Et elle se reconnaît même parfois au fait qu'elle s'autorise à nommer un tabou. Donc ça, c'est la problématisation. La deuxième chose à laquelle on peut se former pour exercer son esprit critique, c'est la dialectique. La dialectique, c'est une confrontation d'idées contraires sur un même sujet donné. Donc c'est une sorte de danse à trois temps. Je pose une première idée, j'oppose une idée contraire, ou mon interlocuteur m'oppose une idée contraire, et ensemble, on va composer une troisième voie qui dépasse les limites des deux premières idées. Et donc cette façon de raisonner, vous voyez, en trois temps, eh bien, ça peut se pratiquer seul, intérieurement, ou à plusieurs. Et ça peut être très scolaire, mais ça peut aussi être très vivant et informel, notamment lorsque ça s'inscrit dans un dialogue. Et pour mener à bien un tel dialogue dans le respect de chaque personne, parce que sinon on peut vite se fâcher, eh bien un certain nombre de règles peuvent être proposées et observées. Je terminerai par là. Le philosophe allemand toujours, Jürgen Habermas, qui a lui pensé ce qu'il a appelé une éthique de la discussion. Il a proposé un cadre que je trouve inspirant et que j'aimerais donner simplement à titre d'exemple. Habermas, il pose 3 conditions collectives et 4 règles personnelles pour mener une discussion éthique. Les 3 conditions pour le groupe sont les suivantes. D'abord, tous les participants peuvent participer de manière égale à la discussion. Ensuite, tous les participants peuvent exposer, ça c'est le deuxième principe, tous les participants peuvent exposer et défendre librement leur position. Troisième condition, les participants s'engagent à faire preuve de bonne foi en admettant la force du meilleur argument rationnel possible. Donc ça, ce sont les 3 conditions collectives. Et puis ensuite, Habermas propose 4 règles à s'appliquer à soi-même. Quand je prends la parole, d'abord, je dois m'assurer qu'elle soit compréhensible. Mes propos doivent être intelligibles. La deuxième règle, c'est que mes propos doivent s'appuyer sur des faits réels et avérés. C'est la règle de la véracité. La troisième règle, c'est la règle de la sincérité. Chaque personne doit pouvoir croire les propos des autres et réciproquement. Donc, les autres doivent pouvoir croire ce que je dis parce que je suis sincère. Et la quatrième règle, c'est la règle de la légitimité. C'est le fait que les positions que je défends doivent être justifiées et pas arbitraires. C'est-à-dire que je dois m'efforcer de faire en sorte qu'elles s'appuient sur des fondements les plus solides possibles. L'idée, c'est que j'ai le droit d'avoir une conviction personnelle, mais je dois pouvoir raisonnablement l'expliquer, c'est-à-dire avec des arguments et des idées claires et cohérentes. Alors, pour conclure, j'espère à travers cette brève présentation vous avoir permis de comprendre en quoi l'esprit critique, ce n'est pas un simple jeu intellectuel ou une facilité à dénoncer ce qui nous déplaît. En fait, il s'agit plutôt, en un sens, d'une sorte d'école d'humanité. Parce que, en fait, quand on cultive son esprit critique, eh bien, on gagne en conscience, en confiance dans sa propre pensée et aussi en ouverture sur le monde. Et donc, une fois cela dit, on peut se demander qui n'aurait pas envie
d'exercer son esprit critique en dialoguant avec d'autres. Merci beaucoup. マリオンさん、ありがとうございました。具体的な考え方だったりとか、行動の、仕方だったりとか、そういうところについても、丁寧にご説明をいただけたのかなというふうに思います。うまくいってないことの、批判指摘ではなくって、代替案を提示すること、それをどうすれば実践できるのかということについて、イベントの、梶谷先生の、お話だったりとか、後半のディスカッションでも考えていきたいと思います。それでは梶谷先生から、コメントをいただければと思います。よろしくお願いします。はい、マリオンさん、どうもありがとうございました。短いながらもですね、非常にコンパクトに要点をまとめていただいていて、いろいろと考えさせられることも多かったです。いくつかですね、やはりこれはよくフランスというのはですね、日本から見ると非常に批判的な精神であるとか哲学っていうのが社会に根付いて議論の文化もあってというような国にもちろん見えてるし、実際にそうなんだろうと思うんですけれども、やはり批判といっても一言でいろんなものがあって、いいもの悪いものというのがあって、なかなか真に有意義な批判というのはいつもできるわけではないのだということも分かりました。それでですね、いくつかちょっと講演の内容の中でもう少しはっきりもう少し伺いたいなということがあるので、いくつか質問をさせていただきたいんですけれども、もしですね、そのアドルノが言うように批判的精神の目的が解放、苦しみからの解放であるということであるとするとですね、最終的にこれは先ほど最後の方にですね、ヒューマニティの学校だという言い方がありましたけども、どういう方向に向かって社会解放していくのか、あるいは何から解放されてどこへ向かうのかっていうことが非常に大事だと思うんですね。もしその方向性が何か例えば危険なものであったりとかおかしなものであったりすると、そのための批判というのもやはり何かおかしなものになるのではないかと思います。で、これはおそらく何からのどこに向けての解放なのかということで言いますと、おそらく社会によって国によって事情が違うのかなと思います。なのでもし、ちょっとフランスにおいて今特に何が問題でどこから何から解放されてそれをどういうふうに持っていけばいいのかというようなことが何か大きな問題というか主なそういうテーマになっているようなことがありましたらちょっとお聞きしたいなと思います。あともう一点先に質問をまとめてさせていただこうかと思うんですけれども、ハーバマスのですねルールというのを集団に対するルールを3つと個人に対するルール、4つですね挙げていただいてましたけれども、これもですねなんかやはり結構理想主義的というかそういうことできる人はいるのかもしれないけどみんながみんなできるわけではないのかなという感じがします。例えばですねこれは個人の問題というよりはグループなので、グループの条件としてですね、例えば議論に同じようにアクセスできなければいけないというのがちょっとどういう意味なのかですね。でこれは、なかなかそもそも議論において対等な立場に立っているということ自体が前提としてなかなか難しいかなと思うんですね。でそれはその次の2番目のルールにも関わるんですけれども、自由に自分の立場を表明して擁護するということもこれはなかなかその人の能力にもよるし、そもそもそれが許されるのかどうかというようなことがあると思うんですね。で特に今日話題になるように若い人が
何かを言うという場合にですね、これはフランスはまだやりやすいのかもしれないですけども、やっぱり日本ほかですね、例えばアジアの国なんかでも若い人が何かを言うっていうこと自体が非常に良くも悪くも年長者に対する敬意を払うというような文化があると、若い人が自由に発言するということ自体が非常に難しいことがありますよね。なのでどの立場の人も自由に意見が表明できるとか、議論に誰でも同じようにアクセスするっていうこと自体がなかなか前提として難しいということもあるかなと思います。あとは個人の、条件規則として明白な事実に基づかなければいけないというのがありますけれども、なかなかこの事実へのアクセスというのも人によってしやすい人しにくい人というのがいるだろうと思います。でそういう意味で、やはり結構理性的であり、このハーバマスが提示しているようなのはやはり主に知的に非常に発達した人であればしやすいのかなと思うんですけれども、なかなかそうもいかないのかなと思います。であともう一つはですね、これはフランスでもパスカルがですね、精神の在り方として2通りですね、幾何学的精神と繊細なる精神というのを言っていて、幾何学的精神はどちらかというと非常に論理的で知的に厳密に構築されるような知識で、ある意味学問的なのかもしれないですけれども、それをむしろパスカルは批判的に見ていて、繊細なる精神っていう割と直感だとか感性だとかそういうのにきちんと重視するようなものの考え方というのを方が大事なのだと。でむしろ哲学っていうのはそういうところに根ざすべきだというような考え方をしていると思うんですが、そういう点での何て言うんですかね、その感性だとか直感っていうのがその批判的であるっていうことにとってどういう意味を持つのかっていうことももう少し伺いたいなと思いました。はい、以上です。Merci beaucoup, professeur Kajitani. Alors, vous disiez que ma présentation avait été dense et compacte. Je vous remercie pour vos questions denses et compactes également, voilà, qui sont très riches aussi. Je vais essayer d'y répondre en commençant par la première sur le but de l'émancipation en France. Je pense que je vais commencer par dire que, indépendamment de la France, et si je suis la philosophie d'Adorno, à laquelle j'adhère personnellement, le but de l'émancipation, où qu'on se trouve, historiquement et socialement, c'est une société plus libre, plus juste et plus rationnelle, d'une certaine manière. Et ça vaut pour la France comme à mon sens, pour tout pays. Cela dit, en France, on a, alors historiquement, la recherche de l'émancipation, si on devait la dater, c'est un peu la Révolution française. C'est quand même le symbole du ni Dieu ni maître qui caractérise la France. Et donc, je dirais qu'en France, ce qui se joue dans l'émancipation, c'est le rapport à l'autorité, qui a toujours été compliqué. Enfin, toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, à partir de la Révolution française, il y a eu un changement culturel et mental. Cette idée que les Français se sentent toujours trop aliénés, trop d'aliénation, c'est-à-dire qu'ils sont toujours suspicieux des autorités institutionnelles et intellectuelles. Et en même temps, ils les admirent. Donc il y a un rapport très ambivalent, très ambigu à l'autorité. Et en France, on a recours à cette volonté d'émancipation pour toujours être
comment dire, dans un rapport juste à l'autorité. C'est-à-dire respecter l'autorité, tout en étant capable de la contester quand on sent qu'elle est en train de proposer quelque chose qui n'est pas juste ou qui porte atteinte à notre liberté. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui anime l'esprit français, au moins depuis la Révolution, c'est être toujours dans un rapport à l'autorité, vigilant, et l'esprit critique n'est qu'un outil pour cette vigilance dans ce rapport à l'autorité. Donc voilà, je répondrai que c'est l'esprit critique comme outil pour s'émanciper, mais pas pour s'émanciper radicalement de toute forme d'autorité. Il y a un respect de l'autorité, mais pour être dans un rapport sain avec l'autorité. Je dirais que le but de l'esprit critique et de l'émancipation en France, c'est cette recherche du rapport sain avec toute forme d'autorité. Voilà, c'est ce que je répondrai à votre première question. Et la deuxième question portant un peu plus sur les conditions que propose Habermas, vous avez raison, je pense, de souligner que c'est un cadre particulièrement exigeant et idéaliste. Je le trouvais intéressant et je vais vous dire pourquoi en France c'est un cadre particulièrement intéressant à appliquer. En fait, je pense que vous avez raison d'insister en parlant de Pascal sur la dimension informelle, spontanée et plus intuitive des dialogues à travers lesquels on peut exercer notre esprit critique. Et comme Sarah le disait tout à l'heure, j'anime moi-même des ateliers philosophiques et je constate que le dialogue est vraiment réussi lorsque les participants n'ont pas interagi de manière trop scolaire et quand ils ont fait appel à leur vécu plutôt que de rester dans la théorie. Et donc je comprends très bien en quoi les principes d'Habermas peuvent paraître rigides et limités à certaines personnes qui ont déjà des ressources. Mais mon expérience me prouve quand même que sans ce cadre très méthodique, avec des règles d'échange claires et sans cette exigence analytique, eh bien, on ne parvient pas vraiment à exercer notre esprit critique, en tout cas en France. Et là, il y a peut-être une différence culturelle importante, puisque vous l'avez souligné. Les Français n'ont généralement pas de problème à s'exprimer. Comme je le disais, ils aiment débattre. Mais ils ont aussi tendance à avoir une opinion sur tout, et certains aiment s'écouter parler. Donc, si on ne leur donne pas un cadre intellectuel structurant, eh bien, ils retombent facilement dans une conversation mondaine où l'incohérence et la mauvaise foi peuvent dominer. Donc, quoi qu'il en soit, il me semble que finalement, en fonction du contexte culturel, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre la discipline de la pensée et puis s'exprimer avec son cœur ou de manière plus intuitive. Donc, entre penser avec sa tête et penser avec son cœur. Et ce que vous avez mentionné me semble très important. Il y a vraiment une question de culture. C'est-à-dire, est-ce que déjà, au départ, on est dans une culture qui favorise l'expression de la parole? C'est le cas en France. Et je reconnais, pour connaître un petit peu le Japon, que c'est peut-être moins le cas. Et donc, le défi est plus grand de créer ce cadre de confiance pour libérer la parole de manière bienveillante.マリオンさん、ありがとうございました。今からは、私の方からも、マリオンさんに質問をさせていただきたいなというふうに思っています。まず1つ目の質問をさせていただきます。先ほど批判精神と、批評家精神もしくは、
評論家精神ということの言葉を分けて、説明をしていただいたかと思います。コメント欄でもちょっと拝見したんですけれども、日本でいわゆるその批判するっていうことがすごくネガティブな、イメージを持たれてしまっている、そういったワードかなというふうに思います。こういったその批判精神と批評家精神もしくは評論家精神の間のその大きな違いといったものがどういったところにあるのかというところに関して、マリオンさんに、コメントをいただきたいなというふうに思います。それでやっぱりその梶谷先生からも先ほど、お話があったかと思うんですが、私も今日本の、若者として今24歳になるんですけれども、やっぱりこう自分の意見に対してこう批判的になるっていうことについて、すごく勇気がいるっていうようなお話いただいたかと思うんですけれども、日本の若者は特にそういった部分に関しては敏感になっていると思います。というのは、より自分の意見に批判的になりすぎて発言をしづらくなっている、これを言ったら間違ってるんじゃないかとか、どういうふうに思われる、周りの人からどういうふうに思われるかなというのを気にして、私自身もそうなんですけれども、意見を言うこと、議論をすることを躊躇してしまうというような状況にあるのかなと思っています。日本の高校生や大学生といろいろ話をする中で、そういった特徴も日本にはあるのかなと思うんですけれども、若者がこういった批判精神をこう持つというところに関して、どのようなステップが必要になるのか、このような日本の状況も踏まえて、コメントいただけたら、幸いです。よろしくお願いします。Merci beaucoup pour ces deux questions. Vous savez, en France aussi, c'est surtout l'esprit de critique qui domine. Et donc, la plupart du temps, on fait des reproches ou on se plaint que les choses ne vont pas et on s'en tient là. Donc, de ce point de vue-là, la France et le Japon ont la même réalité. Ce que je vais approfondir donc cette distinction entre esprit de critique et esprit critique. L'esprit de critique, comme vous venez de le dire, hein, ça correspond au goût de la polémique et de la controverse. Celui qui a l'esprit de critique, la plupart du temps, il est indifférent à la vérité. Il s'en fiche de chercher ce qui est vrai, à dire quelque chose de vrai ou pas. Il part du principe qu'il a raison et que l'autre a tort. Voilà, quitte à être de mauvaise foi. Parce que ce qui est important pour celui qui critique, c'est de sentir aussi le pouvoir qu'il peut avoir sur l'esprit des autres. Et donc, quand on s'en tient à la critique, à l'esprit de critique, on s'en tient à des opinions toutes faites, qui peuvent être généralement assez dogmatiques, ou alors à des idées, au contraire, qui ne sont pas politiquement correctes, parce que ce qu'on veut aussi en critiquant, c'est provoquer. On est dans la provocation quand on critique. Et donc pour ça, on va aussi jouer avec les émotions fortes. On va être tenté d'impressionner avec son intelligence. On va prononcer des grands mots chargés de sens, comme par exemple en France les valeurs liberté, égalité, fraternité, voilà, la devise républicaine française, mais sans jamais les définir. Voilà. Donc on n'est pas très soigneux. Et donc l'idée c'est vraiment que l'esprit de critique donne lieu à des débats où le ton en plus va pouvoir être assez facilement agressif, voire irrespectueux. Hein. Bon, ça on en a plein en France, des situations comme ça. On a un peu moins de situations où l'esprit critique s'exerce, donc au sens de la pensée autonome. Et l'esprit critique, lui, il est au contraire animé par la recherche de la vérité, de la liberté et de la justice, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il est très important de comprendre que derrière l'esprit critique, il y a une posture éthique. Et c'est pourquoi une personne dotée d'esprit critique ne reculera pas devant la confrontation des idées. Elle ne craint pas le désaccord, mais elle va savoir rester constructive. Et ça fait le lien avec votre deuxième question, Madame Furuno, c'est être dans un état d'esprit constructif, c'est être dans un état d'esprit bienveillant et non jugeant, qui permet à chacun d'exprimer librement sa pensée.
Donc, l'esprit critique ne provoque pas le débat, il cherche à provoquer le dialogue. Et c'est aussi pourquoi l'une de ses caractéristiques, c'est de remettre ses propres idées en question. Donc, voilà, je dirais qu'à la lumière de cette distinction, esprit de critique et esprit critique, il faut reconnaître que notamment les médias français mettent plus en avant l'esprit de critique que l'esprit critique. On ne voit pas beaucoup à la télé s'exercer l'esprit critique. Et ça encourage malheureusement pas les jeunes Français à cultiver l'esprit critique. Et donc, j'en viens à votre deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre rapidement. Au fond, la question que vous posez, c'est est-ce que l'esprit critique s'apprend? Donc, si on répond oui, on pourrait s'attendre à ce qu'il existe des méthodes à appliquer pour justement des méthodes avec des étapes à franchir. Or, étonnamment, il existe très peu de méthodes à proprement parler pour enseigner et apprendre l'esprit critique. Personnellement, je pense que l'esprit critique est synonyme de philosopher. Voilà. Et en Occident, depuis Socrate, philosopher, c'est questionner, argumenter, donc appuyer ses idées sur des fondements solides et conceptualiser, donc être capable de bien nommer les choses et de donner véritablement du sens à ce qu'on dit. Et je suis convaincue que ces trois gestes mentaux s'apprennent et s'entraînent. Comment? Eh bien, là, je fais le lien avec ce que vous disiez, notamment en se donnant le droit à l'erreur. Vous savez, en latin, il y a un adage très célèbre qu'on connaît bien en France, qui est « errare humanum est ». Ça veut dire que l'erreur, c'est la marque de la faillibilité de l'homme. L'homme ne sait pas tout. Et l'être humain se trompe parce qu'il n'est pas un dieu, on n'est pas omnipotent et omniscient, et aussi parce qu'il n'est pas une bête. Donc en fait, les animaux ne se trompent pas parce qu'ils ne jugent pas. Là où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de risque d'erreur. L'erreur, en quelque sorte, c'est le prix à payer de la faculté de juger. Vous voyez? Et ça, c'est ce que dit le philosophe Alain admirablement, et je voudrais le citer pour terminer. Alain écrit « Quiconque pense commence toujours par se tromper. Toutes nos erreurs sont des jugements téméraires et toutes nos vérités, sans exception, sont des erreurs redressées. Selon mon opinion, un sot n'est point tant un homme qui se trompe qu'un homme qui répète des vérités sans s'être trompé d'abord, comme ont fait ceux qui les ont trouvées. » Donc, je pense que notre défi pédagogique, c'est de réussir à concevoir l'erreur comme une modalité à part entière de la connaissance. Donc, de ce point de vue-là, on serait presque même encouragé à se tromper, si tant est qu'on reste préoccupé par la vérité.マリオンさん、丁寧に回答いただきありがとうございました。私自身も今学校の先生を目指している立場ですので、学校だったりとか教育現場の中で、間違えることを前提に批判精神を育めるような場をどうやって作っていったらいいのかっていうのはすごく課題だなというふうに感じています。先ほど梶谷先生とこのイベントが始まる前にも、そういったようなことについて、どうしたらいいんだろうねとお話をさせていただきましたが、そこにも通じるお話になるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。梶谷先生からはコメントよろしいですか。はい、ですね、先ほど、批判的精神を学ぶっていうのはなかなかできないっていうようなこともおっしゃってたんですが、ただその一方で例えば根拠をしっかり述べるであるとか、失敗に対するある種の寛容さっていうんですかね、そういうのはある程度学校で学ぶ、もしくは学校がそういう環境であるっていうことはあり得ると思うんですね。でこれはちょっと本当にフランスの学校がどうなのかっていうのをお聞きしたいんですけれども、例えば学校の先生が間違っている、あるいはその生徒の間違いに非常に寛容であると、生徒が変なことを言っていても、もちろんそれに対して
理由を聞いたりとかですね、そういうことはするにしても、なんか最初からそれをダメというようなことを、言わないようなやっぱりところで生徒たちが学んでいるのか、日本ではですね、そもそも間違ったことを言うと怒られるみたいなところがあったり、先生がそもそも間違ってはいけないという多分プレッシャーの中で仕事もしていて、で間違ってるのに間違ってるってことを認めないみたいなことは多々あるんですね。だからもともとある正しいことをそのまま信じてるっていうのが愚か者だっておっしゃってましたけど、なんか日本のなんか教育現場ってなんか愚かな人の集団みたいなところがなんかあるかなって感じがするんですね。だからむしろ日本では正しいことっていうのは何かあって、それを伝えるのが先生の役割だというふうに思っていて、それが先生自身を縛ってるところもあると思うんですね。先生が間違えられない、だから生徒も間違えないように育てるっていうのが、その辺のフランスの学校での雰囲気というのがちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est exactement pareil. Si j'avais dû décrire le cadre français, j'aurais dit à peu près la même chose. La tolérance à l'erreur en France est faible. On peut faire le lien avec le droit à l'échec. Droit à l'erreur et droit à l'échec, c'est le même défi. En France, toute l'éducation, en tout cas à l'école, est basée sur à la fois la figure du sachant, de l'expert que doit représenter le professeur, et sur ce présupposé qu'on est un bon élève quand on a la bonne réponse, pas quand on a les bonnes questions. Et ça, pour moi, c'est une vraie difficulté parce que, évidemment, que si on n'a pas la possibilité de poser des questions et donc de montrer librement qu'on ne sait pas et qu'on cherche la vérité, si on nous attend toujours sur les bonnes réponses, eh bien, c'est la pire chose pour développer son esprit critique et surtout pour accéder à une plus grande vérité. Donc, je pense qu'on a ce sujet-là aussi en France, qui est qu'on n'a pas réussi encore à intégrer l'erreur presque comme un outil pédagogique. C'est vraiment cette idée d'une injonction à savoir qui s'applique autant au professeur qu'à l'élève. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que malheureusement, cette injonction à savoir s'applique à tout le monde, non seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves. Et donc, tout le système éducatif est limité par cette exigence. Et la difficulté, c'est que c'est une exigence qui ne respecte pas du tout la façon de fonctionner de l'esprit. Donc, le danger que je vois moi à ça, c'est que si on a un système éducatif qui limite notre esprit, eh bien, on devient des adultes et des dirigeants eh bien, limités d'esprit. Et c'est ce qu'on observe. Il suffit d'écouter les conversations, ou les médias. Les médias ne sont que la représentation de ce que l'école a créé. Vous voyez? Donc, je ne vais pas rentrer. La question qu'il y a derrière, et que je pourrais nous renvoyer, c'est au fond, est-ce qu'on a vraiment. Si l'esprit critique n'est pas enseigné, est-ce parce qu'on n'a pas intérêt à l'enseigner? Est-ce parce qu'il vaut mieux avoir des citoyens qui n'exercent pas leur esprit critique? ありがとうございます。あ、大丈夫ですか。フランスでもそういう寛容さがないというのは朗報なのかどうかっていうのがよくわからないんですけど、ちょっと安心しましたか少し。それとも
そうですね。やはり共通の悩みだったりとかっていうのを感じる部分もあるのかなと、思いながら聞かせていただきました。コメントでもいくつか来ておりますが、やはり今大人側がある意味特定の規範だったりとか、正しいと思われることを、伝えるというような、行動をとってしまう、ことにやはり同調圧力が、働いているんじゃないかっていうような、お話もコメントしてくださっている方もいらっしゃいますが、これについては後半のクエスチョンタイムの方で、改めて、こちら今いただいているコメントなどを取り上げながら、ディスカッションをしていきたいというふうに思います。すいません、それで私から、もう1点、質問をさせていただければと思います。それは、やはりマリオンさんの方から、先ほど批判精神、を、考えるにあたって、そこの裏にはやはり倫理的な判断があるんだっていうようなお話が、あったかと思います。これに関しては本当にそうだなというふうに、思うんですけれども、こちらに関してやはり倫理的か倫理的じゃないかっていうところを、どのようなところが判断をできるのかというような議論がやはりあるかなというふうに思っています。つまり表現の自由などとの関係性について、お話を伺いたいなというふうに思っています。やはり自由に、批判的に、物事を見ることができることは、重要なんですけれども、やはりそこに倫理的な判断があるかどうかというところをどこまでの発言を、社会として許容していくのかというところは、フランスでも表現の自由の、議論があると思いますけれども、そちらについてのバランスについて、コメントをいただければと思います。こちらについては非常に自分自身も難しいところかなと思っています。Merci beaucoup. Vous avez raison, c'est une question très importante. Alors l'éthique, c'est un grand mot. Si je devais le définir rapidement, c'est pour moi l'idée de se comporter, enfin, raisonner et se comporter de sorte à ce qu'on respecte la dignité de sa vie et la dignité de la vie de l'autre. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question de la limite à la liberté d'expression est essentielle. Et là, plusieurs choses me viennent à l'esprit. D'abord, le fait que la liberté d'expression, c'est un droit. Hein. Vous savez, c'est un droit qui est dans la Constitution française. Or, on a tendance à oublier, en France en tout cas, que tout droit s'accompagne toujours d'un devoir. Si j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le devoir de le faire dans le respect des personnes à qui je m'adresse ou que je vise. Et sans ce respect, sans cette éthique de la parole, eh bien, mon esprit critique devient calomnie. Donc, la différence entre critique et calomnie, eh bien, c'est leur intention. Vous voyez, la calomnie, elle vise à blesser l'autre, à lui nuire, alors que la critique vise à l'éclairer, à l'aider à prendre conscience de ses éventuelles erreurs. Et donc, en ce sens, je ne pense pas qu'il y ait d'équilibre à trouver entre la liberté d'expression et l'esprit critique, parce que l'esprit critique, bien compris, il est toujours motivé par une bonne intention, celle que l'autre et moi, eh bien, on puisse accéder à une vérité plus grande. En revanche, il y a une limite à poser à la liberté d'expression sous toutes ses formes, parce que je peux tout à fait m'exprimer sans parler, mais par un acte. Cette limite, c'est la responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis ou signifie quelque chose, je dois me tenir prêt à en assumer les conséquences. Donc, c'est pas, voilà, c'est vraiment cette idée de la responsabilité, cette exigence, elle nous renvoie toujours directement à une posture intérieure, n'est-ce pas, hein. C'est une posture qui tient en une question. En cet instant précis, où je formule
une critique, est-ce que je suis bien ou mal intentionnée? Voilà, je pense que pour garantir l'éthique de l'esprit critique, il faut revenir à cette question à soi-même, en soi-même, de l'intention. Voilà, quand je formule ma critique, est-ce que je suis bien ou mal intentionnée?大変、分かりやすいご説明いただきありがとうございました。実は今日本でもやはりこのコロナが流行したことによって、コロナ自警団だったりとか自粛警察と呼ばれるような、人たちがこう出てきているというような実態が実はありまして、やはりその、感染リスクの、高い、お店を開けているだとか、県をまたいで移動するといったような市民に対して、市民が個人で、その行動をとっている市民に対して、何か石を投げたりとか、お店の前にこう張り紙を貼って、批判したりだとか、そういうような行動も、出てきているというようなニュースを、拝見しました。先ほどマリオンさんがおっしゃったように、自分の発言だったりとか行動にどのような、責任が伴っているのか、という部分を自分自身で、顧みるというような機会がやはり必要なのかなと思いましたし、その自分の行動だったりとか発言が善意であるのか悪意であるのかというところをやはり一度立ち止まって、確認をする、作業がやはり必要なのかなというふうに思いました。ありがとうございます。それでは、最後に私から、1点だけ、質問をさせていただきたいと思います。ちょうど昨日フランス人の、女の子と、チャットをしていたんですけれども、インターネットでチャットをしていたんですけれども、彼女がやはりそのフランスの若者の中でも、政治への不信感というのがすごくこう高まっているっていうような、お話を、聞きました。で彼女はそれが投票率っていうものが、実はそこまで若者の間では高くないんだっていうところが、お話しいただいていて、でそれが投票に、選挙で政治を変えられると思わないので社会運動につながっているっていうような、話を聞きまして、これが日本だとやはり選挙に行っても意味がないというふうに思うと関心を持たなくなってしまったりとか、行動してもやはり意味がないっていうふうに思ってしまうっていうようなところの違いがあるのかなと、思っています。この違いは何なんだろうっていうところを彼女とも、チャットの中でやり取りをさせていただいたんですけれども、やはりこのようにフランスの、イエローベスト運動だったりとか、労働法の、改正に高校生や大学生など若いフランスの国民が参加をしているというニュースも日本で拝見していたんですけれども、このようにその民主主義の中でこの批判精神をこう行動に実際に移していくというところについては、日本よりもフランスの若者の方が感度が高いのかなというふうにも感じているんですけれども、これはやはり批判精神がこう養われた育まれた結果なのかどうか、このあたりの違いがなぜ、生まれてくるのか、やはりこの民主主義における、行動、批判精神を行動に実際に移すことの、意味だったりとか、そこには希弱性、脆さのようなものもあると思うんですけれども、そちらについてもマリオンさんのご意見などをいただけたら、ありがたいです。よろしくお願いします。Merci beaucoup pour cette nouvelle question décidément très stimulante. Alors, je sais bien que les Français ont la réputation d'être des râleurs et d'être tout le temps en grève, de tout le temps manifester, ce qui n'est pas faux relativement aux autres pays. Maintenant, la question de savoir est-ce que c'est dû au fait qu'on aurait l'esprit critique plus développé, notamment grâce à notre système éducatif, je pense que je vous ai en partie répondu
grâce à la question précédente, je ne crois pas. Je ne crois pas d'abord parce que, encore une fois, le fait d'oser exprimer son mécontentement, ce n'est pas nécessairement synonyme d'esprit critique. Donc, choisir d'aller manifester plutôt que d'aller voter pour exprimer son mécontentement, en soi, ce n'est pas nécessairement synonyme d'esprit critique. Encore une fois, parce que se contenter de dénoncer ce qui ne me va pas, ça s'appelle de la plainte et pas de l'esprit critique. Donc, comme je le disais, l'esprit critique est constructif, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais à la simple dénonciation. Il s'agit aussi de faire des propositions sérieuses. Donc, pour moi, les manifestations dans la rue en France, elles relèveraient de l'esprit critique si, en plus de dénoncer, elles pouvaient aboutir à des propositions. Or, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Néanmoins, je pense que le point commun entre nos manifestations sociales et l'esprit critique, c'est la liberté d'expression et ce rapport à l'autorité dont je parlais tout à l'heure. Habermas, il disait que pour exercer pleinement son esprit critique, il faut avoir ou se donner la liberté d'exprimer ses idées, quand bien même ces idées seraient contraires aux directives politiques. Et cette liberté, c'est vrai qu'elle c'est une liberté civique qui est au fondement de la démocratie. Et comme je le disais en introduction, c'est un régime, la démocratie, pour lequel les Français se sont historiquement battus. Donc, c'est ici que peut se faire le lien avec l'autorité politique, enfin, le rapport qu'on peut avoir avec l'autorité politique et la démocratie. Manifester, c'est oser dire, c'est signifier « je ne suis pas d'accord ». Et donc commencer à exercer son esprit critique. Commencer seulement. Parce que dire « je ne suis pas d'accord », c'est dire « je refuse que quelqu'un pense à ma place ». Et donc en ce sens, on peut dire que les manifestations ou les révolutions sont des prolongements de l'esprit critique. Et là, je pense qu'il faut, pour répondre à votre question sur est-ce que finalement la démocratie favorise l'expression l'esprit critique et les manifestations notamment, je pense qu'il n'y a pas besoin que la démocratie soit déjà instaurée pour que les manifestations aient lieu. Il suffit de regarder l'histoire de la Chine avec ces deux révolutions ou ce qu'on a appelé le printemps arabe en Occident. マリオンさん、こちらについても丁寧な回答をいただきありがとうございました。やはり批判精神の延長線上に、どこから、どのような行動が、できるのかというところについてはさまざまな議論があると思いますけれども、そちらに関してもただデモをするだけではなくて、実際に代替案を提案することだったりとか、そういったことが今世界各地で行われているジョージ・フロイドの黒人差別のデモだったりとか、いろんなそういった社会運動の活動にもおいても必要な精神なのかなというふうに感じました。ありがとうございます。ここまでで梶谷先生、何かありますか？大丈夫です。はい、ですね、一つこれは倫理エティックスということと少し似てるけど結構違うのかなと今思ったのが、正義という問題があるかなと思うんですね。で、正義というのはもちろんいわゆるなんていうんですかね、いい意味での正義と悪い意味での正義っておそらくあって、例えば先ほど、日本でですね、自粛を求めるために一般の市民がですね、ある意味自発的に誰かを傷つけるようなことを言ったりとかっていう場合に、それは少なくとも本人は自分たちが正義を体現しているというか、正義を行っていると思ってるんだと思うんですね。で、だから多分おそらく正義というものにはある種なんですかね、
罰を与える権利のようなものが付随しているように思っていて、自分は正義の側にいるわけだから、それに反している人間を、罰することは良いことなのだというような行動をとっているんではないかと思うんですね。で、その正義と倫理っていうのは非常にこう微妙な関係を持っていると思うんですが、その場合倫理というのに関してマリオンさんはリスペクトというその相手に対する敬意であるというようなことをおっしゃってましたけども、それはやはりその正義というものは必ずしも批判的精神において、少なくとも一番大事なものではないというような感じでお考えでしょうか。C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a des situations, notamment l'exemple que vous avez donné de ces groupes de défense des règles du confinement, qui prouvent que parfois le fait de faire respecter, enfin que justice et éthique ne sont pas toujours synonymes. Qu'en tout cas, l'une n'implique pas toujours nécessairement l'autre, alors qu'on pourrait le penser spontanément. En fait, il y a des situations qui nous prouvent que parfois, on peut, au nom de la justice, adopter un comportement non éthique. Quant à savoir si dans l'exercice de l'esprit critique, c'est l'éthique ou la justice qui prévaut, je serais d'accord avec vous pour dire que je pense que c'est l'éthique qui est la plus importante pour exercer son esprit critique, même s'il peut arriver que l'esprit critique, justement par souci d'éthique, choisisse de défendre la justice en place. C'est-à-dire que parfois, être éthique dans l'exercice de son esprit critique, c'est défendre la justice en place. Pas toujours, mais parfois ça se rencontre. Mais sinon, je pense que vous avez tout à fait raison. L'esprit critique, c'est d'abord donc non seulement une éthique de la parole, mais une éthique de la pensée, c'est-à-dire finalement penser par soi-même. Penser par soi-même dans le respect de l'autre. Et l'idée, c'est vraiment que il y a des situations où si on veut aller au bout du respect de la dignité de la vie, eh bien, on doit critiquer le système de la justice. C'est ça le point subtil entre le rapport entre éthique et justice. C'est que je pense que dans nos sociétés, la justice vient garantir le respect, parce qu'on sait que l'éthique n'est pas facile à observer. Et donc, pour que la vie en société soit possible, on a besoin de la justice. Mais l'éthique, ce sera toujours l'éternelle gardienne, que la justice ne devienne pas paradoxalement injuste. Ah, マリオンさん、ありがとうございました。実際参加者の方からたくさんのコメントが来ておりますので、今のマリオンさんからいただいたお話についても後半のディスカッションの方でまた詳しく深掘りしていけたらと思います。こちらたくさん質問をいただいておりますので、こちらで少し質問の方目を通させていただく時間をいただければと思います。この間に朝日新聞ダイアログとアンスティチュ・フランセ日本の紹介ビデオを皆様にご覧いただければと思います。それではよろしくお願いします。文化をつかめアンスティチュ・フォンセ。
私たちは朝日新聞ダイアログです。日本の未来を語ろうをコンセプトに2030年の未来を考えるコミュニティを作り、そこで生まれた対話のログをメディアで発信するリアルとデジタルが融合した新しいプロジェクトです。若者が主体となって運用する朝日新聞ダイアログは、世代を超えた対話を通じて2030年の日本を担う人材の輩出を目指しています。なぜそんなコミュニティが必要なのでしょうか。それは社会の3つの変化によります。人工知能などテクノロジーが急速に進化。人類の未来はどうなるのでしょう。政治、経済、社会、文化に大きな影響を及ぼすグローバリズムの広がり。世界の未来はどうなるのでしょう。止めどなく進む人口減少、少子化、高齢化が同時進行する日本の未来。どう勝て続ければよいのでしょう。そんな3つの変化から派生するさまざまなイシュー、これらをゼロベースから未来志向で考える場を作りたい。朝日新聞ダイアログはそこから始まりました。日本の未来を共に考え、共に作るメディア、朝日新聞ダイアログにあなたも参加しませんか。はい、皆さん、動画を、ご視聴いただきありがとうございました。それではイベント終了まで、皆さんの Q&A に、ご質問いただいた内容について、議論をしていく時間にしていきたいというふうに思います。こちらの質問に、目を通していたところ、大きく、SNS と批判精神の、関係性についてのコメントが、たくさん寄せられておりました。一つ読み上げさせていただきます。感覚的に意見や思いを投げ込めるソーシャルメディアが隆盛している時代、評論家精神にますます拍車がかかるような気がします。対処法はありますかといった質問だったりとか、SNS の影響力が大きくなっていて、自分の聞きたい意見や見たい世界だけに触れて、それが真実だと考える傾向が増えているのではないかと思います。自分の心地の良い世界の外に違う見方や意見があるというのを知ろうとしたり聞こうとするためにはどうすればいいでしょうかといった質問であったりとか、このような SNS がやっぱり安易な批評家精神だったりとか、そういったものをはびこらせている原因なんじゃないか、このあたりの対処法について、どのような、心構えだったりとか、そういうものが必要になるのか、マリオンさんから、また梶谷先生からも、ご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。Merci beaucoup. C'est une question majeure aujourd'hui, en France également, puisque nous avons Facebook et tous ces réseaux, ces autres réseaux, Instagram, où on peut aussi laisser des commentaires, n'est-ce pas. Donc, nous avons aussi ces réseaux sociaux et ces vagues de critiques et de calomnies, parfois, qui peuvent s'exercer à l'encontre d'une personne ou d'une institution. La question que ça pose, je pense, c'est d'abord, est-ce que les États vont réfléchir à une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais on pourrait tout à fait imaginer une éducation à l'usage des réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est que ça revient à ce que je disais, ce à quoi il faut rendre conscient, enfin ce dont il faut que les jeunes puissent prendre conscience, c'est que la technologie leur donne la liberté de s'exprimer, mais la liberté ne va jamais sans la responsabilité. Et donc, pour moi, c'est vraiment devenir adulte que de comprendre que si j'ai la liberté de m'exprimer, j'ai aussi la responsabilité de ce que je dis, et que ça n'est pas parce que je peux dire quelque chose
puisque Facebook me permet de le faire, ou les forums en ligne. Ça n'est pas parce que je peux dire quelque chose que je dois nécessairement le dire. C'est faire la différence entre je peux et je dois. Les réseaux sociaux, ils rendent possible beaucoup d'expression, beaucoup de liberté de parole, mais ils ne remplacent pas l'éthique de chacun, dire est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois le faire comme ça? Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de voilà, aussi la maturité dans l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que j'arrive en même temps à être dans ma liberté d'expression et à prendre la responsabilité de ce que j'exprime? Et je pense que l'autre enjeu, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre personne que je ne vois pas du fait de, voilà, il y a un écran, il y a une machine entre lui et moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que sensiblement, ce qui se passe, c'est que j'oublie que je suis en train de m'adresser à un autre être humain. C'est ça qui se passe psychiquement, vous voyez. C'est que comme je suis derrière ma machine, c'est comme quand je suis au volant d'une voiture. En France, les conducteurs, les automobilistes, c'est terrible. Ils ont des comportements en voiture qui sont très agressifs parce qu'ils sont protégés par leur machine, ils sont protégés par la voiture. Ils oublient qu'il y a un autre être humain en face. Et si les deux sortent de la voiture et qu'on se retrouve de personne à personne, c'est plus du tout tout à coup, on est tout nu, on n'a plus la machine, et donc on ne s'adresse plus de la même façon à l'autre, sauf si on est très très en colère et qu'on n'arrive pas à redescendre. Mais ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je suis protégée par ma machine, j'oublie que j'ai un être humain en face de moi, et donc je m'autorise des paroles, des propos que je ne tiendrais probablement jamais si j'avais la personne en face de moi. Donc peut-être que la bonne chose à avoir à l'esprit quand on utilise les réseaux sociaux, et si on veut passer de l'esprit de critique à l'esprit critique, c'est avant d'écrire, je fais cet exercice de rappel, de n'oublie pas, c'est une personne qui va te lire.ありがとうございます。確かにその車の中だと突然表変する人とかっていますよね。なんか気性が荒くなったりとか全然違う性格になってしまうっていうようなこともあるかなと思いますが、 SNS での、発言だったりとかっていうのは、振る舞いだったりとかっていうのもまさにそういうことかなというふうに思いました。梶谷先生からはいかがでしょうか。はい、個人的にはですね、僕 SNS の方がなんかおとなしい人間なんですね。生身だと結構なんかきついことも言うんですけど、 SNS はとても優しくしてるんですけどね。まあいずれにせよ、なんかやっぱりそういう SNS になるとある種なんていうのかな、感覚が変わるということは確かにあって、ただもう一つちょっと私が思うのはSNS だから先ほど言ったですね、例えば若い人たちが学校では言いたいことが言えない、先生がとにかく正しいことしか言わせないみたいな、例えば不平不満があってもなかなか言えないっていう一方で SNS だと言いやすいっていうことはあるわけですよね。だからもちろん他人を傷つけるためのいろんな書き込みっていうのはまあ良くないにしても、でも不平をそこで言うっていうことに関してはある種の役割を持ってるんではないかと思うんですね。でもう一つは先ほどこれを失敗だっていうふうに言っていいのかどうかわからないですけども、この過ちが許されることも大事なんだということで言うと、僕は SNS にしてもいわゆるただの何ですかね、不平不満っていうことにしても、それが全くない状態で全ての人が批判的精神だけを発揮してるっていうのも僕は多分おかしいというか変だと思うんですね。非現実的であると。だからその誹謗中傷も含めてたくさんある中で、その中でより正しい批判的精神が出てくるっていうのが現実的なところかなと思うんです。でそういう意味ではこれは今日本の政府も多分外国の政治家たちもそうだと思うんですが、やっぱり SNS 上でどういうことが書き込まれているかっていうことを無視できなくなってきてると思うんですね。だからそういう意味で言うと、ある種デモのような側面があって、不平不満っていうのをどういう形で表明するのか、
ということでいうと、僕は SNS の、一見乱暴な物言いであるとか誹謗中傷のばっかりが並べられてるにしても、特に権力を持った人に対する、強いものに対する発言ということであれば、僕は別にある程度許されていいのかなと思うんですね。その中でより理性的できちんとした議論をする人がその上に乗っかって出てくる、それだと他の人たちもそれを支持するっていうような構図も取れるのかなと思うんですね。だから立場の弱い人に対する攻撃はやっぱりあんまり正当化できないかなと思うんですが、なんかその権威との関係が非常にフランスでは重要だとおっしゃってましたけども、そういう意味では僕は SNS の中の無秩序な発言というか、モラルを欠いた発言も大事なんじゃないかなとちょっと今思うようになりました、話を聞いていて。はい、そういう点に関してはどのようにお考えでしょうか。Je pense que vous avez tout à fait raison. Les réseaux sociaux peuvent être un espace où, d'une certaine manière, se purge l'insatisfaction et la violence. Donc, d'une certaine manière, c'est un espace symbolique pour la prise de parole qui fait que il vaut mieux que la violence s'exprime ou que l'insatisfaction s'exprime via un réseau social que sur des personnes ou sur des bâtiments ou du matériel. Donc, je pense que pour une société, le fait d'avoir un espace où en effet l'insatisfaction et la critique peuvent s'exprimer est très sain. Mais je pense que la distinction qu'il faut réussir à tenir et que vous avez très bien reformulée, c'est droit à l'erreur et calomnie, c'est pas la même chose. Donc que le réseau social soit un espace où on peut exprimer son désaccord, son insatisfaction et se tromper, ça c'est formidable, mais que le réseau social soit un espace où on pense qu'on a le droit et où on est encouragé à insulter ou calomnier, ça je pense que c'est un problème. Ça je pense que c'est un problème et c'est pour ça que je parlais d'éducation à l'usage du réseau social, parce que je vous rejoins tout à fait. Le réseau social est un espace où on peut, grâce à la liberté d'expression, tenir en échec la violence sociale. Et en même temps, il faut être vigilant à ce que, parce qu'on sait aussi, et je pense que vous êtes bien placé au Japon pour le savoir, que des calomnies sur les réseaux sociaux peuvent conduire à des drames humains très réels, pas du tout virtuels. ありがとうございました。やはりその社会への批判とやはりこの個人への攻撃というところで、やはりその SNS の誹謗中傷で、この間人気番組に出演されていたプロレスラーの女性のプロレスラーの方が自殺されてしまったというとても痛ましいニュースも、ありましたけれども、やはり諸刃の刃の部分があるのかなというふうにも、感じました。このバランス非常に難しいなと思いながら聞いております。はい、では質問が、来ておりますので、あと大きく2つほど取り上げてみたいなというふうに思います。2点目の皆様からいただいた質問、お話しさせていただきますが、やはりフランス人の方が批判をすることや議論をすることに対して日本人よりも得意にしていると思われます。それは教育の問題というよりも、文化的な問題なのでしょうか。どこでこの差は、生まれるのでしょうか。といった質問や、やはりその批判精神には宗教も関係しているのではないかというような
指摘、このキリスト教的な考え方と仏教的な考え方の違いが、実は根底にあるのではないかというようなコメントだったりとか、あとはその日本語、このコメントは面白いなというふうに思ったんですけれども、フランス語とこう日本語のこの表現の違い、についても、影響をしているんじゃないかというようなコメントもありました。言語的な差が大きな関わりがあるのではないかということです。日本語は表現の曖昧さが、増して、自分の責任、発言への責任を、回避できるような、曖昧な言い回しを使えてしまうというような、コメントも来ております。こういったフランスの方がやっぱり批判精神を持つ、人が、そうは言ってもこう日本よりも多いのではないかというようなところで、文化的、宗教的、言語的な背景があるのではないかというような、コメントが来ていらっしゃるんですが、マリオンさんはこの点についてはいかがお考えでしょうか。Ça fait 3 questions en une. C'est bien, parce que c'est la question de savoir si la facilité au débat en France est d'ordre culturel, éducatif ou religieux ou linguistique. En fait, je répondrai, et ça n'est pas pour me défiler, je répondrai évidemment les trois. Je pense qu'effectivement, la facilité au débat et à l'esprit critique en France vient de l'histoire culturelle et du système, malgré tout, éducatif français. Le lien qui est fait avec la religion m'intéresse particulièrement parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des religions qui encouragent plus ou moins l'esprit critique. Pour connaître un petit peu le christianisme, et là je vais plutôt parler du christianisme traditionnel, hein, parce que évidemment chez les chrétiens progressistes et réformés, c'est un peu différent, mais en fait ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des religions qui n'encouragent pas le questionnement, le fait de remettre en question ou de chercher vraiment à comprendre par soi-même l'enseignement. Ce qui n'est pas le cas dans le bouddhisme. En tout cas, dans le bouddhisme que moi je connais, il y a vraiment cette possibilité de poser des questions, de s'approprier soi-même le texte. Donc, il y a vraiment cette autonomie de pensée parce qu'il y a une volonté d'autonomie dans la foi qui est très importante et qui, en effet, va favoriser l'esprit critique, la possibilité d'interroger le texte, d'interroger les aînés ou les instances religieuses et même d'interpréter. C'est très présent dans le judaïsme aussi. La liberté d'interprétation est très présente dans le judaïsme. Et donc, on trouve souvent hein, dans la communauté juive des personnes qui ont une grande facilité à discuter, débattre, exercer leur esprit critique. Voilà. Et puis pour faire le lien avec le langage, là aussi, je ne sais pas si c'est une question de langue pour le coup, même si évidemment tout est interdépendant. Donc je ne peux pas dire que la langue ne détermine pas la capacité à exercer son esprit critique. Et je trouve intéressant cette idée qui est amenée là, que peut-être qu'il y a des langues qui engagent plus ou moins, des langues qui sont plus ou moins floues. Mais au fond, je crois que je suis convaincue que, indépendamment de la langue, c'est surtout la volonté de la personne qui s'exprime. Et si j'ai la volonté d'exercer mon esprit critique, quelle que soit la langue que j'ai à ma disposition, je vais le faire. Donc j'ai l'impression que peut-être la langue peut être un prétexte pour ne pas exercer son esprit critique, mais je pense que cet engagement de la pensée, il est indépendant de la langue dont on dispose. あ
りがとうございました。やはり文化的なやはり教育制度だったりとか、そういうような宗教言語だったりとかっていう違いは、あるにせよ、最終的には個人の、意思だったりとか、振る舞いによるところが大きいというような、お話非常に、心に響きました。ありがとうございました。はい、それではちょっと時間が差し迫っているんですが、ちょっと急ぎ足で、もう1点、皆様の質問を紹介させていただきたいと思います。やはりこの社会が、このコロナの状況でも非常に不安定で混沌としている中で、どのように批判精神を発揮すればよいのかというような趣旨の質問が、多く来ております。例えば、代替案を示すのが難しい課題もあるのではないか、それについて、意見を言えないということになってしまうのではないか、この懸念についてはフランスでも共有されているのかどうかだったりとか、代替案を提示するための情報収集として、メディアが、あると思いますが、この変更報道、偏った報道に惑わされてしまうということも、あるのではないでしょうか。特にこのコロナの状況ではもう毎日連日、コロナウイルスの報道が日本でもされていますけれども、私自身もこういった不安定な社会状況の中であると、やっぱり正しいと思われるものの正義だったりとか規範というものにどうしてもすがりたくなってしまう、自分もやはりいるなというふうに思っておりまして、こういった混沌とした社会状況の中でどのように批判精神を発揮できればいいのかというところについて、マリオンさんや梶谷先生からもコメントいただければと思います。Merci beaucoup. Je vais répondre brièvement pour pouvoir laisser M. Kajitani répondre également à cette question. C'est tout à fait juste qu'il n'est pas toujours possible ou facile de proposer des alternatives. Et donc, dans certaines situations, exercer son esprit critique, ça commence simplement par exercer son discernement. C'est-à-dire, c'est pas quand on n'a pas la possibilité de proposer des alternatives parce qu'on n'a pas accès à toute l'information nécessaire. Déjà, la moindre des choses, c'est d'exercer son discernement. Et je pense là simplement à la distinction que font les stoïciens. Donc, c'est une école de philosophie grecque de l'Antiquité. Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et la faculté de jugement, de discernement, c'est ce qui dépend de moi. Donc, je pense que dans des situations comme la pandémie, où c'est une situation qui est complexe, incertaine, où on n'a pas accès à toute l'information, la seule chose qu'on puisse faire en tant que citoyen, c'est ce qui dépend de nous, c'est exercer notre discernement avec le nombre limité d'informations dont on dispose. Pour le reste, on est obligé de s'en remettre à la vision de nos gouvernements, d'où l'importance de bien choisir ses gouvernants.ありがとうございます。梶谷先生はいかがでしょうか。こちらについては。先ほどのですね SNS で、いろんなことを言える誹謗中傷も含めてですけども、それはそれでいいんじゃないかという話をしたんですが、それとちょっと似た話にもなるんですけど、とりあえず僕言うって大事だなって思うんですね。間違ってるかどうかは分かんない、自信もないけど言う。で僕はあんまり別にそんな SNS 見てないんですけど、ツイッターとかだけど、なんとなくそういうのって他のニュースに出てきたりとか、こういうこと言ってる人がいるみたいな。である程度なんですかね、世の中の人がそれが正しいか間違ってるかっていうことをちょっと置いといて、例えば今のコロナの状況だったらそこでどういうことを感じてるのかとか、
なんか違和感を持ってたりとかで、それが的外れだろうかなんだろうがですね、こういうことを感じる人がいるんだということをとりあえず知ることは大事だなと思うんですね。だから僕自身はSNS で誹謗中傷があるっていうのは良くないことなんだけど、じゃあ誹謗中傷のない SNS をやれるのかっていったら無理だと思うんですね。誹謗中傷があっての有意義な情報交換であったりとかだと思うので、いいとこだけを取るっていうことは基本できないと思うんですね。で、そのためにも SNS とどう付き合うのかっていうことについては、これは例えば誰かが教えてそれがちゃんと伝わってうまくいくかどうかはともかくとして、これちょっとフランスのそれこそこの今の SNS 時代に批判的精神をどう育てるかっていうこととも関係するんですけど、日本の学校、中学高校って SNS を禁止してるとこ結構あるんですよ。要するにそもそもアカウントを持ってはならない。だけどもちろん生徒たちは裏で裏アカウントというのを秘密で持ったりするんですけど、だからやってはいるんだけど、公には学校で認めてないわけですね。だから当然学校で SNS の使い方、より有意義な使い方を教えるっていうことも起きないんですけど、例えばフランスでは SNS のアカウントを持つこと自体は別に禁止をしていないんではないかと思うんですけど、もしそれもちょっとお聞きしたいんですけど、 SNS というのをどうやって使うのかとか、 SNS って例えば Twitter だったら何文字かって制限がありますよね。その限られた文字の中でどれだけのことが書けるかっていうことを例えば練習するとかですね、そういうようなことっていわゆる文章を書くっていうような訓練の中で、あるいは思考するっていう中で、この文字数でこれだけのことを言うみたいなことはひょっとしたら教育しようと思ったらできるかもしれないですよね。そういうのっていうのはフランスでは SNS のための教育っていうのはどういうことをなさってるんですか？Alors, en France, qui est quand même un pays de liberté, on a le droit je disais ça, c'était ironique, hein, le pays des libertés, c'est les États-Unis, mais en France, il y a aussi, notamment autour de la liberté d'expression, un attachement très fort à la liberté d'expression. Et donc, à ma connaissance, aucun établissement scolaire n'interdit effectivement aux collégiens et aux lycéens d'avoir accès au réseau social de son choix. Je serais peut-être moins, je suis peut-être moins. Alors, il n'y a pas d'éducation à l'usage des réseaux sociaux en France. Moi, c'est ce que je déplore. Je pense que ce serait très utile qu'il y ait, sinon une éducation, du moins une sensibilisation. Vous voyez, qu'on ait quelqu'un qui vienne nous parler des enjeux associés aux réseaux sociaux numériques. Donc, pas d'éducation, mais on pourrait au moins faire une sensibilisation. Et je serais, pour finir, peut-être un peu moins convaincue que vous sur le fait que, notamment Twitter, en nous obligeant à écrire de manière succincte, soit un bon entraînement pour l'esprit de synthèse. On peut dire de très grosses bêtises en une phrase courte. Et donc, je pense que l'esprit de synthèse, oui, l'esprit de justesse, non, même si j'entends que, et vous avez sans doute raison dans ce sens, c'est vrai que les réseaux sociaux sont une source d'information, sont un espace d'information aujourd'hui très, très important. Et moi-même, je reconnais que je m'informe aussi, pas seulement dans la presse, mais sur les réseaux sociaux, à ceci près que j'essaye de garder à l'esprit que le réseau social est un espace d'opinion. C'est-à-dire que finalement, les informations que je viens chercher, il ne faut jamais que j'oublie que ça n'est qu'une opinion. Et donc là, peut-être qu'il y a cette idée que finalement, l'esprit critique s'exerce aussi en brassant un grand nombre d'opinions différentes. Et donc, l'important, c'est pas est-ce que vous avez raison.
L'important, c'est pas est-ce que je dis vrai ou faux, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'opinions différentes qui s'expriment. Et ça, peut-être, c'est un point de vigilance dans nos sociétés où il peut y avoir une tendance au conformisme, au fait que tout le monde pense la même chose.ありがとうございました。今のにちょっと関連して私からもちょっと気になる質問がありましたので取り上げさせていただきたいというふうに思います。先ほどいろんな意見が出る必要があるっていうようなお話がマリオンさんからあったかと思うんですけれども、やはりその意見の影響力というものがやはりこう大きく異なるのではないかというようなコメントも来ておりまして、最近だと日本だと、芸能人が発言をするということで、芸能人が発言をすると他の普通の市民よりもすごく影響力が大きい意見になってしまうので、あまり政治的な発言はしないでほしいとか、政治に関するとか社会に関する自分の意見をあまりこうインターネット上だったりとか、実際の言論の場でもそうですけれども表明しないでほしいというような意見が、結構この集まってきているというふうに思います。最近日本でも芸能人の方が発言をするっていうことがすごく増えてきたかなというふうに思うんですけれども、こちらについてそのマリオンさんからはこのような影響力の大きい方の、意見だったりとかそういうものを発言することについてはどう思われますかと質問が来ています。またフランスでは、芸能人が政治的発言をすることでこのような日本でよく言われるようなあまり政治的発言をしないでほしいというような意見をする方はいらっしゃいますかというような、質問が来ております。Je dirais qu'il n'y a pas de tendance générale en France. Il y a c'est un choix qui est laissé, le choix de s'exprimer ou non sur ses convictions politiques, par exemple. C'est un choix qui est laissé à la discrétion de chaque personnalité, de chaque star ou de chaque artiste. Donc, c'est vraiment chacun choisit de s'exprimer ou non. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils le font, eh bien évidemment, en général, ils sont suivis par leur communauté, ils sont suivis par leurs fans ou par les personnes qui aiment ce qu'ils font. Et ils vont être critiqués par les personnes qui ne les apprécient pas. Mais voilà, ce qui me semble. Il y a certains artistes qui, en effet, estiment qu'il est de leur devoir de prendre la parole. Donc, contrairement à ce qui se passe au Japon où on leur demande de ne pas s'exprimer, en France, il y a vraiment aussi une tradition qui veut que les artistes aient aussi un devoir intellectuel précisément parce qu'ils ont plus de visibilité, ils sont plus exposés, ils sont plus médiatiques que les autres, ils ont le devoir de prendre la parole et de s'exprimer. Et donc, je pense notamment récemment à un acteur français qui s'appelle Vincent Lindon, qui a pris la parole très longuement, qui s'est filmé pour interpeller le gouvernement français sur les décisions qu'il allait prendre suite à la pandémie.ありがとうございました。発言に義務がある、もちろんそこには責任も伴うと思いますけれども、そのような捉え方の違いのようなものも見えてきたのかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは時間の方がちょっと迫ってきておりますので、こちらでイベントの方をちょっとまとめに入っていきたいというふうに思うんですけれども、最後にこちらに参加いただいた、マリオンさん、梶谷先生の方からも一言感想をいただければと思います。はい、ありがとうございました。
今日いろいろ伺っていて、ある面もちろんフランスの方がやっぱり批判的な精神が育つ土壌があるのだと思う一方、フランスも結構大変というか難しいんだなということが分かりました。だからそういう意味で言うと、先ほど言語の問題をおっしゃいましたけど、日本だから無理なんだみたいな話ではやっぱりないのかなと一方では思います。それとですね、僕自身がその哲学対話という活動を通して割と印象を持っていることなんですけども、日本って学校で自分の意見を表明するような機会も教育もほとんど受けないんですけど、だけどちゃんとルールを決めて、それちょっとハーバーマスのルールとはだいぶ違うんですけど、ルールを決めてこういうルールで発言を自由にしていいっていうふうにすると、びっくりするぐらいみんな整然と喋るんですよね。これは知的なバックグラウンドとかその人の学歴、それから年齢、出身地、住んでるところとかにほぼ関わりなく、みんなきちんと話ができるんですね。だからそういう意味である種の理性っていうのは条件さえ整えばかなりきちんとみんなが発揮できるものだなと思うんですね。それはおそらく SNS で暴言吐いてる人ですらそういう状況に置かれて暴言吐かなくて自分の意見をきちんと言える場を例えば用意されればちゃんと言えるんだと思うんですね。なのであんまり教育に僕は期待はしないですけど、そういう場を作るっていうことは決して不可能ではないのかなと。もちろんそれが教育の場の中で作れればそれでいいですけども、教育の場に作れないのであれば、あんまり教育に責任を押し付けてですね、学校教育にね、なんかダメだって思う必要もないのかなというので、いろいろ希望も持てた時間でした。ありがとうございました。梶谷先生、ありがとうございました。マリオンさんの方からも最後に今日の感想をいただければと思います。Merci beaucoup. Je terminerai par une petite anecdote. La première fois que j'ai rencontré des Japonais, c'était en France, c'était il y a longtemps, et j'ai tout de suite été frappée par cette réserve qu'ils avaient, c'est-à-dire cette difficulté qu'ils avaient à exprimer leur opinion. Je me suis demandé, ça va peut-être vous faire sourire, je me suis demandé, mais est-ce que s'ils ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils ne pensent rien? C'est parce que finalement, peut-être ils ont aucune idée ou ils ont aucune opinion sur ce dont on est en train de se parler. Je me suis demandé si finalement le fait qu'ils ne s'expriment pas, c'était parce qu'ils ne pensaient rien, alors que moi je pensais tout un tas de choses et je passais mon temps à m'exprimer. Je suis rassurée parce que grâce à notre dialogue d'aujourd'hui, je me trouve confirmée dans le fait que non, ça n'est pas parce que les Japonais ne s'expriment pas qu'ils n'ont pas d'opinion. Vos réseaux sociaux très vivants le prouvent. Cela dit, ça me conduit vraiment à penser, et vous avez beaucoup insisté sur ça, Monsieur Kajitani, sur le fait que la première condition pour exercer son esprit critique, c'est de s'exprimer. Que ce soit vrai ou faux, il faut déjà avoir la possibilité de s'exprimer, s'autoriser à s'exprimer, ou alors créer un cadre respectueux qui permette de s'exprimer. Je trouve que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, donc je me réjouis beaucoup de ça, et j'aimerais vous faire une invitation. Voilà, et peut-être qu'on continuera avec Asahi Dialogue et l'Institut français, mais je pense qu'il y a des collaborations à imaginer entre la France et le Japon pour continuer à développer des pratiques de dialogue et d'esprit critique de plus en plus vertueuses. マリオンさん、ありがとうございました。批判することのまずファーストステップとして表現をすることというようなお話がありましたが、まさに、今も日本はそこの岐路に立たされている、時期なのかなというふうに思いました。先ほどの
SNS でのお話もありましたけれども、やっぱりアイドルの方だったりとか芸能人の方がこの、インターネット上で自分の意見を表現するだったりとか、そういうことって本当に5年前とかだと全然考えられなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。芸能人の方もそうですし、今特に高校生の動きもすごく面白いなと思っておりまして、今日本って学校が休校になってしまったので、その分の4月から6月までの休校期間中を、なくなってしまったということで9月入学って言われる、秋の入学に切り替えた方がいいんじゃないかっていうような署名運動がどんどん高校生の方からインターネットで立ち上がっているっていうような現状もあります。そういうものも考えてみると、やはり日本は今ターニングポイントにまさに立たされているところで、このような、コロナということも後押しがあったのかもしれないですけれども、まさにこれから考えていくべきテーマだなというふうには改めて本日感じました。やはりこういうような状況の中で、じゃあ教育現場はどうあるべきかというような、教育行政だったりとか教育の内容ですね、そういうものに関してもたくさんコメントをいただいておりますが、あいにくちょっと時間の関係でこのイベントの中ではしっかり取り扱うことができませんでしたので、またこの朝日新聞ダイアログだったりとか、このアンスティッチフランセの対話の場でこのような、次にどういうような取り組みが必要になるのかというようなことについては、また議論の機会が対話の機会があれば非常に嬉しく思っております。それでは時間がちょっと過ぎてしまいましたが、こちらでこちらのオンライン日仏対話、批判すること、解放することのイベントを終了させていただければと思います。はい、それではご視聴いただいた皆様ありがとうございました。